Peux-tu nous raconter ton histoire et comment tu en es arrivé à tenter l'aventure des Jeux? Depuis le début, ça ferait beaucoup à raconter parce que je vais avoir 35 ans, mais en gros, je suis née dans une famille de cyclistes en Bretagne, terre de vélo, région de vélo. J'ai jamais finalement fait un autre sport que le cyclisme, à part à l'école où je pratiquais d'autres sports, mais sinon c'était vraiment le vélo ma passion et j'ai franchi les échelons un à un de ma plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et puis ma première participation aux Jeux Olympiques, c'était en 2012 à Londres. J'étais très jeune à l'époque, je devais avoir 21 ans si je me souviens bien. Et depuis, j'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio et cette année aux Jeux Olympiques de Paris. On voudrait revenir sur deux moments marquants. Tu as toujours fait du vélo, mais quel a été le moment clé qui t'a fait basculer à 100% dans ce sport? Je pense que le moment clé qui m'a fait basculer à 100% dans ce sport, c'est l'adrénaline ressentie lors de mes premières victoires. En fait, je pense que j'ai cet esprit de compétition qui fait que dès mes premières victoires, j'ai ressenti que c'était quelque chose de complètement à part, qu'il n'y avait que le sport qui me faisait ressentir ça, et en l'occurrence le vélo. Et c'est ça qui m'a fait vraiment basculer à 100% dans la compétition cycliste. Deuxième moment marquant, moins drôle celui-là, comment on se remet en selle après un AVC? Est-ce que ça t'a fait changer ta vision de la vie et du sport en général? C'est vrai que l'après-AVC, ça a été pour moi d'abord une reconstruction évidemment, physique mais aussi mentale, parce que je me suis rendu compte que au-delà du sport, au-delà de ma vie de sportive, il y avait la vie tout court. Et je pense que ça, je l'ai réalisé malgré moi, parce qu'il m'est arrivé, en me disant que bah ouais, finalement, c'est bien beau de partir à longueur d'année, d'être à la tête dans le guidon, pour pas dire autre chose, mais qu'à côté de ça, finalement, je me devais aussi profiter des belles choses de la vie, de ma famille, de mes amis. Et je me suis vachement remise en question là-dessus, et aujourd'hui, je vois la vie avec un peu plus de recul, en profitant un peu plus des bons moments, chose que je ne faisais pas avant, je pense, ou pas assez en tout cas. Tu es une figure du cyclisme féminin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ta discipline? C'est vrai que quand je parle de ma discipline, je suis assez intarissable sur le sujet. Déjà parce que je la pratique depuis tellement longtemps que je compte plus mes licences aujourd'hui. Et en fait, c'est une discipline qui est quand même assez récente, même si on voit des femmes sur un vélo depuis très longtemps. Finalement, on se rend compte que le Tour de France féminin s'est arrêté en 1989, donc l'année de ma naissance. Il n'avait que quelques années d'existence. Et entre 89 et 2022, il n'y a plus de Tour de France. Donc c'est une discipline qui a quand même connu un petit peu, qui a été un peu cachée par la forêt. Par l'arbre pardon qui cache la forêt, c'est-à-dire le Tour de France homme et puis le cyclisme masculin en règle générale. Et c'est vrai que depuis quelques années, on voit un vrai essor du cyclisme féminin avec toutes ces courses qui se démocratisent pour nous aussi, toutes ces belles classiques comme Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, enfin j'en passe, hein, et puis évidemment le Tour de France qui est revenu il y a peu et qui fait qu'aujourd'hui les médias s'intéressent à notre sport, et qui dit médiatisation, c'est un cercle vertueux qui se met en place, et plus de sponsors, plus d'intérêt pour la pratique sportive, et puis plus d'intérêt aussi pour les cyclistes et la personnalité des cyclistes féminines qui étaient auparavant effacées par, comme je le disais, le cyclisme masculin. Et justement, y a-t-il encore des différences entre le cyclisme masculin et féminin? Alors, les différences s'estompent. C'est vrai que voilà, depuis 5-6 ans maintenant, on voit, notamment au niveau des salaires qui deviennent de plus en plus intéressants pour les femmes. Moi, par exemple, je pratique le cyclisme vraiment professionnellement depuis 2019. Donc voilà, on voit aujourd'hui des filles qui peuvent vraiment se donner corps et âme à leur sport, et en faire leur métier, ce qui n'était pas le cas avant pour à peu près 90% du peloton. Je dirais qu'aujourd'hui, on est plus autour des allez, 70% du peloton qui est professionnel, donc c'est vraiment une grosse avancée. Maintenant, oui, les salaires sont quand même très disparates. Il y a un gros fossé entre ce qui se fait chez les hommes et ce qui se fait chez les femmes. Mais je dirais que pour le reste,
Par exemple, si je dois comparer l'organisation d'un Tour de France femmes ou d'un Tour de France hommes, on est vraiment sur les mêmes organisations. On est vraiment hyper bien encadré. Au niveau de la sécurité, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il n'y a pas franchement de différence aujourd'hui quant à la pratique. Maintenant, c'est plus voilà en termes évidemment de médiatisation. Aujourd'hui, quand on parle du Tour de France, évidemment, on en fait des unes de l'équipe, par exemple. Chez les femmes, c'est pas encore le cas. Mais je suis persuadée que ça va vraiment encore s'améliorer, qu'il va y avoir encore beaucoup de progrès dans les années qui arrivent. Quelles sont tes sources de motivation et tes inspirations? Moi, je suis très inspirée par les gens qui sont partis de rien et qui ont réussi dans leur vie. C'est quelque chose je suis toujours assez fan en fait de ces personnes qui ont tout construit avec juste la motivation, l'abnégation. Et je pense que c'est deux qualités qui sont hyper importantes pour réussir dans la vie. Et aussi les gens qui sont partis, alors pas forcément de rien, mais en tout cas qui ne sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche, ce qui est mon cas également, et qui malgré tout ont réussi dans leur parcours, que ce soit professionnel, artistique, sportif. Toutes ces personnes-là sont vraiment une grosse source d'inspiration pour moi, et j'espère du coup moi aussi peut-être un jour être une source d'inspiration pour d'autres personnes. Tout à l'heure, tu nous parlais de ton ou ta championne, Marie-Josée Pérec. Pourquoi justement avoir pensé à elle quand je t'ai posé la question? Tout de suite, j'ai pensé à Marie-Josée Pérec parce que pour moi, c'est l'athlète féminine française, voire mondiale des dernières décennies en fait. Elle a tout gagné. Et malgré je dirais un caractère assez discret, quelqu'un d'assez pas renfermé, mais en tout cas qui aimait pas forcément l'exposition, etc. C'est quelqu'un qui est rentré dans le cœur des gens, dans la maison des gens, malgré elle. Et qui est resté super humble en fait. Et des sportifs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai énormément d'admiration et de respect pour elle, pour tout ce que je viens d'énumérer, et sa simplicité et le fait qu'elle soit restée très humble malgré tout ce qu'elle a gagné. Qu'est-ce que ça t'apporte de t'entraîner avec une équipe, contrairement à un entraînement en solitaire? Je pense que dans le cyclisme, c'est important de s'entraîner parfois en équipe, parfois en solo, parce qu'on travaille des choses différentes. Mais c'est vrai que pour moi, rouler en équipe, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'aime l'atmosphère, la compétition qu'on peut se mettre entre nous pour aller chercher finalement, pour aller chercher nos limites, mais aussi les dépasser. Je pense que le fait d'être en compétition avec d'autres personnes, ça vous transcende et ça vous aide à aller encore plus loin. Et c'est vrai qu'après, s'entraîner en solo, pour moi, c'est important parce que j'aime le contre-la-montre et je suis souvent seule sur mon vélo. On fait plus souvent de contre-la-montre individuelle que par équipe. Et là, c'est contre soi-même qu'on se bat. On va au-delà de ce que son cerveau et son corps nous envoient comme alerte d'arrêter parce que ça fait trop mal, parce que c'est trop violent comme effort. Donc c'est vraiment la tête le mental qui va vraiment être primordial sur un effort pareil. Et ça se travaille énormément à l'entraînement et en solo pour le coup. Justement, à l'approche d'une compétition, dans quel état d'esprit tu es? Voilà, dès qu'il y a eu, par exemple, les championnats du monde récemment où tu as remporté le contre-la-montre, tu te sentais comment? Oui, c'est vrai que sur les derniers championnats de France, ça a été un peu... J'avais beaucoup de pression parce que déjà j'avais à cœur d'entériner le fait que j'avais ma place aux Jeux Olympiques et donc du coup de battre les meilleures Françaises, ça c'était important pour moi. Et du coup je me suis mise dans la tête que j'avais pas le choix, il fallait que je gagne et c'était une condition, voilà, c'était la condition et du coup on se met une pression énorme sur les épaules. C'est vrai qu'après, moi, j'ai tendance à, une fois le départ donné, avoir cette pression qui retombe vraiment automatiquement. Et je pars dans mon effort et je suis concentrée sur mon effort. Mais c'est vrai que les 2-3 jours avant, ils sont compliqués à gérer parce qu'on pense beaucoup à... On essaye de rester concentré sur son effort, sur soi-même, sur sa préparation, mais on pense évidemment beaucoup aux autres en se disant est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pouvoir les battre et c'est ça qui est le plus dur et c'est ça qu'on travaille énormément avec ma préparatrice mentale, c'est vraiment de rester concentré sur soi, et sur ce qu'on a à faire et sur ce qu'on contrôle finalement. Donc c'est une vraie préparation mentale qui est hyper importante les 2-3 jours avant
parce que finalement la préparation physique, une fois qu'on arrive proche de l'événement, elle est faite, il n'y a plus grand chose à faire. Donc c'est le mental c'est les derniers pourcentages qu'on va chercher au niveau du mental. Qu'est-ce que justement ta préparatrice et toi arrivez à mettre en place pour être focus et à gérer justement toute cette pression avant les compétitions? Du coup, ça passe par mettre les intentions de la journée sur des choses concrètes, des choses contrôlables et savoir en fait de quoi va être faite ma journée. Et donc tous les matins, on se réveille en se disant ok, aujourd'hui, sur quoi je vais mettre le focus, quelles sont mes intentions de la journée. Voilà, je vais prendre mon petit déj, je vais faire en sorte de manger ce qu'il faut. Je pars à l'entraînement, j'ai mes exercices à faire. Je rentre, je prends ma douche, je remange. Enfin voilà, des trucs très bateaux, mais qui permettent en fait de faire passer la journée très rapidement et surtout d'être toujours dans le contrôle. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans le contrôle. Et en même temps, on va aussi travailler le facteur adaptation parce qu'il peut arriver qu'il y ait des choses qu'on ne contrôle pas qui nous arrivent. Et être dans cette adaptation de se dire bah c'est pas grave, on va faire autrement, on va poser nos intentions autre part, etc., etc. Donc c'est vraiment une gymnastique du cerveau qu'on met en place les quelques jours avant. Qu'as-tu ressenti lors de ta qualification justement pour Paris? Quand j'ai eu la nouvelle du coup de ma qualification pour les JO, j'ai un poids énorme qui s'est vraiment retiré de mes épaules, de ma tête. Enfin, j'ai senti mon corps un peu flagellé évidemment parce que c'était tellement une réponse attendue. C'est voilà, depuis le début de saison, c'est beaucoup de pression parce qu'on veut bien faire pour montrer qu'on est en capacité d'aller au jeu. Moi, je savais que j'avais eu un début de saison un peu compliqué, donc j'étais pas franchement rassurée sur le fait d'être qualifiée. Et puis après, je pense que ça, c'est l'esprit très athlète, très cartésien que je peux avoir. C'est directement de me concentrer sur, ok, maintenant, qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour être prête au jeu. Et on part tout de suite dans autre chose. Et en fait, on profite du moment sans trop en profiter parce qu'on ne veut pas être trop grisé et trop happé par l'émotion, par l'excitation, mais plutôt se reconcentrer sur, ok, là, je pars, c'est dans 1 mois et demi, presque, enfin 2 mois à l'époque où je l'ai su. Et qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour arriver prête à 200%. Qu'est-ce que tu as envie de faire quand on te l'annonce, quand on te le dit? C'est quoi la première chose que tu as fait? La première chose que j'ai faite, c'est, je pense, appeler mon mari, ma famille, prévenir tout le monde que voilà, c'était officiel, que c'était bon, que j'allais réaliser mon rêve, que je serais une athlète française aux Jeux Olympiques en France. C'est quand même assez exceptionnel. Et qu'ils avaient plus à s'inquiéter pour moi, que tout allait rouler maintenant et que j'allais me préparer maintenant avec cette certitude que je serais au départ. Et donc ça, c'est quand même une grande chance, surtout si, alors ça peut paraître très court avant les Jeux, mais pour une discipline comme la nôtre, c'est quand même assez long avant les Jeux, assez en amont des Jeux, ce qui n'était pas le cas forcément sur les autres Jeux Olympiques où on l'avait su vraiment juste avant et où du coup on n'a pas forcément le temps de se préparer. Là pour le coup, ça laisse vraiment le temps de voir venir et d'être vraiment prête pour les Jeux. Donc là, tu vas passer ton mois de juillet à t'entraîner. C'est quoi le programme là, pour cet été? Donc là, je sors de 3 semaines de stage en altitude en Espagne, que j'ai enchaîné avec les championnats de France. Et ensuite là, à la maison jusqu'à mi-juillet pour préparer vraiment les Jeux. Et puis je partirai pour ma dernière compétition post-Jeux Olympiques qui sera en Belgique. Et ensuite, j'enchaînerai directement avec les Jeux. Quelles sont justement tes astuces pour une bonne récupération? Je pense que souvent les gens perçoivent les athlètes comme des personnes qui mangent pas beaucoup, qui font très très attention à ce qu'ils mangent, etc. En fait, c'est tout l'inverse. Alors, on fait très attention évidemment à ce qu'on mange. Par contre, on mange beaucoup et c'est une clé de la récupération, c'est de manger suffisamment pour récupérer de ses efforts, pour repartir comme une voiture avec suffisamment d'essence pour fonctionner. Donc ça, c'est la première des choses. Je pense que c'est vraiment l'alimentation. Ensuite vient le sommeil. C'est vraiment très très important. Et un bon sommeil, des heures de sommeil suffisantes. Alors ça dépend aussi des gens. Il y a des gens qui dorment pas beaucoup, qui ça va très bien. Mais généralement, les athlètes, on dort beaucoup.
Et puis évidemment après on a tout ce qui est récupération par le massage, les kinés, les ostéos, la cryothérapie, etc. Donc c'est vraiment des choses qui viennent en plus. Mais pour un athlète lambda qui commencerait à faire du sport, l'alimentation et le sommeil, c'est vraiment les deux choses primordiales. Justement, tu parlais voilà, des kinés. Vous êtes combien à être, voilà, qui vous accompagne, le staff, comment ça se passe un peu aussi les coulisses de toutes ces compétitions et justement de tes entraînements, de ton équipe. Alors quand on est avec l'équipe, donc moi mon équipe américaine, on a un staff qui nous suit partout en fait, hein, on a environ 2 à 3 kinés par course, 2 mécaniciens, etc. qui s'occupent des vélos. Après sur les grands tours tels le Tour de France, on a un ostéo en plus qui nous check tous les jours pour voir si tout est ok. Ça c'est hyper important aussi pour la récup. Après à la maison, on est un peu en solo. C'est vrai qu'on se fait un petit peu son équipe autour de soi. Moi j'ai la chance d'avoir des praticiens près de la maison à qui je fais entièrement confiance et qui me suivent tout le long de l'année. Et puis là, sur les jeux, si on parle plus précisément des jeux, on aura... en fait, il y a aussi une sélection finalement pour le staff, pour les accréditations, parce que les accréditations ne sont pas extensibles, on n'emmène pas autant de staff qu'on désire. Et nous, là, en l'occurrence, on aura une kiné-ostéo et un mécanicien qui nous suivra sur les jeux. Justement, alors on en a parlé tout à l'heure, mais les jeux, ça représente quoi pour toi ? Pour moi, les Jeux, c'est la plus grande compétition sportive du monde. Il n'y a rien au-dessus des Jeux finalement. C'est la compétition qui regroupe tous les sports olympiques de la planète. Enfin, je veux dire, ça concerne absolument tout le monde. C'est vrai que quand on parle de championnat du monde, pour un cycliste, c'est hyper important. Porter le maillot irisé, c'est hyper important. Mais c'est vrai que ça a beaucoup moins d'impact au niveau international, au niveau du monde sportif en général, qu'une médaille olympique. Donc les Jeux, ça reste, dans la carrière d'un athlète, peu importe le sport, ça reste la compétition de référence. Être olympien, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que ça classe aussi un athlète quelque part. Et on est finalement très très peu d'athlètes à avoir la chance d'avoir pu prendre le départ d'une compétition aux Jeux Olympiques et c'est spécial pour ça. Est-ce que tu peux nous partager justement alors une anecdote marquante sur toute ta carrière depuis le début ? Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi, une anecdote, quelque chose de drôle ou de pas drôle, quelque chose qui t'a marqué au cours de toutes ces dernières années ? Je pense que ce qui m'a le plus marqué, alors il y a énormément de choses, j'en ai vécu énormément d'émotions, positives comme négatives, mais c'est le premier Paris-Roubaix de l'histoire qui était en 2021, si je ne me trompe pas, qui a vraiment été... en fait, on réclamait cette compétition depuis longtemps en tant que femme. On nous répondait souvent qu'on n'était pas en capacité de rouler sur les pavés, que c'était trop dur pour nous, etc., etc. On nous a finalement organisé cette course et ça a été, en plus c'était une édition dantesque, il pleuvait, il y avait de la boue partout, ça a été très 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 spécial comme course et avec mon équipe de l'époque on l'a gagnée avec une de mes coéquipières. Moi je termine dans le top 10 et donc le Paris-Roubaix, ça a la spécialité d'arriver sur un vélodrome, donc ça fait comme une arène en fait, il y a énormément de public. Et de nous revoir arriver dans un état déplorable avec de la boue partout et ces gens qui nous crient dessus, c'est juste l'impression d'être un gladiateur qui arrive dans l'arène et ça a été très très spécial pour moi. Et la dernière question, quel objectif vises-tu pour août ? L'objectif de ces Jeux Olympiques pour l'équipe de France et moi-même, ce serait évidemment d'aller chercher au moins une médaille sur la route ou sur le contre-la-montre. Alors sur le contre-la-montre, on sait qu'on est encore un peu derrière certaines nations, derrière certaines filles. Mais on a beaucoup travaillé cette année. On aura la chance d'être à domicile avec, je pense, les supporters français en plus qui nous pousseront. Je pense que ça donne une extra motivation. Et sur la route, on est un trio assez fort. Avec vraiment une relation forte qui fera que j'en suis sûre on arrivera à trouver l'opportunité pour une d'entre nous d'aller chercher une médaille
Et moi, j'aurai à cœur d'être vraiment cette capitaine de route qui poussera l'une de mes deux collègues à donner le meilleur d'elle-même pour aller chercher cette médaille pour l'équipe de France. Justement, tu me parles du trio de tête. Tu t'es comment sur la route par rapport aux autres? En fait, c'est très compétition. Il y a plutôt un esprit de fair play. Quels sont en fait un petit peu l'envers du décor des compétitions que tu peux réaliser tout au long de l'année? Quel est le ressenti que tu as par rapport à ça? Je pense que le fait d'être dans un sport, c'est quand même une niche du cyclisme, le cyclisme féminin. Ça resserre les liens, on se connaît toutes, on s'est toutes retrouvées au moins une fois dans une échappée ensemble. Alors c'est sûr qu'on partira pas en vacances avec tout le monde, moi la première, mais en règle générale il y a quand même une bonne ambiance. Mais c'est vrai qu'on voit cette nouvelle génération qui arrive, qui est complètement, qui est décomplexée et qui a peut-être un peu moins de respect pour les anciennes. Alors des fois nous ça nous fait grogner un petit peu, mais ça reste assez bon enfant et on a la chance d'être dans un sport qui est quand même où les supporters sont assez respectueux, où entre les équipes il y a un respect aussi qui s'installe. Donc je dirais que c'est un sport à l'image un peu du rugby qui est quand même plutôt bon enfant et vraiment une ambiance bon enfant. Ouais. Et ta vie perso dans tout ça? Comment tu arrives à gérer entre le cyclisme et puis ta vie pro, ta vie de femme? C'est vrai que faire un sport qui vous prend, où on est parti de janvier à octobre, c'est pas toujours facile pour gérer sa vie privée. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui est qui travaille dans le même monde que moi, qui part presque autant que moi. Donc c'est assez, je dirais, simple pour nous deux d'accepter la vie de l'un et l'autre. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde évidemment, mais moi j'ai trouvé cet équilibre-là avec Vincent, donc j'ai vraiment de la chance. Et c'est vrai qu'après, le plus dur en fait, c'est de louper les mariages, louper les naissances, louper toute cette vie de famille et amicale qui se poursuit finalement à côté de soi. On est un petit peu dans son microcosme, et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'au bout d'un moment, on a envie de sortir un petit peu de ça et de se reconnecter avec la vraie vie et de profiter de tout ce qu'on a loupé jusqu'ici. Ouais. Eh bien, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci. Merci du temps accordé.